Et bienvenue tout le monde pour ce nouvel épisode. Avant de commencer, j'aimerais vous faire part d'une demande. Je vais m'adresser à vous directement, donc qui écoutez ce podcast. J'aimerais vous demander si vous avez un métier que vous aimeriez que je développe, voilà, sur un secteur d'activité, ou même ça peut être aussi une passion, donc ça peut être un sport, ça peut être un hobby. Si vous avez un sujet sur lequel je peux développer, ou alors que vous avez envie de raconter votre histoire, mais n'hésitez pas à me contacter sur les réseaux sociaux, donc sur LinkedIn, Facebook ou Instagram, donc le podcast de Christophe, ou alors directement par mail, le podcast de Christophe tout attaché, @gmail.com. Alors le podcast d'aujourd'hui, j'ai reçu donc Noël Delwick, dit Nono, de la confrérie de la construction écologique. Donc je remercie encore Brian de la chaîne YouTube L'Archipel, grâce à qui donc j'ai pu rencontrer Nono. Alors vous verrez tout son parcours, vous verrez que c'est une personne qui adore partager son parcours, son savoir. Je vous en dis pas plus et je vous laisse de suite écouter ce nouvel épisode. Je dis quoi, Nono, Noël ? Écoute, comme tu veux. Ouais, on t'appelle souvent Nono. Voilà. Donc, on va commencer par d'où tu viens, de quel coin tu viens, et puis tout ton parcours jusqu'à maintenant, quoi. Alors, je suis né en Belgique. D'accord. Voilà, à la frontière, aux 3 frontières, entre l'Allemagne, la Hollande et la Belgique. Et mes parents rêvaient de faire de l'agriculture biodynamique. Et en Belgique, les terres étaient extrêmement rares. Donc ils ont décidé de prendre tous les enfants, de prendre toute la famille, l'époque hippie, et ils ont mis tout le monde dans un camion et ils sont partis chercher la terre. Donc on est allé passer par la Laponie, on était en Laponie, enfants, tout petits, et ils sont arrivés ici, dans la Montagne Noire. Donc directement ici. Ouais, en redescendant après 6 mois avec les Lapons, avoir parcouru une partie de l'Europe. Et ils sont arrivés sur les hauts de la Montagne Noire, un peu plus loin, là au-dessus de Saint-Ferriol. T'avais quel âge là ? J'avais 2 ans et demi à peu près. D'accord. Voilà, et mon père avait un grand rêve avec ma mère, c'était de faire une ferme biodynamique et de créer déjà une énergie autour de la terre. Donc mon père, il a créé le premier groupement foncier agricole hors cadre familial. Donc il voulait acheter une terre, il n'avait pas l'argent. Donc il a passé une annonce et 150 personnes de toute l'Europe ont répondu à son annonce pour financer la première terre caution solidaire il y a à peu près une 40aine d'années maintenant. Une 40aine d'années, ouais, j'allais te poser la question. Voilà. Ouais. Donc on a revu avec le notaire, il a dit écoutez, c'est une jurisprudence, mais mon père avait bien étudié la loi. Donc il a créé une terre qui est à quelques kilomètres d'ici, où il voulait faire de l'agriculture biodynamique et développer une caution solidaire autour de la terre. D'accord. Sauf qu'au bout de quelques années, il est décédé d'un accident de travail, écoute, c'est la vie. Ouais. Et de là, les constellations, ma mère s'est retrouvée tout seule avec la ferme, avec tout cet espace, et elle a dit, écoutez les enfants, on part à Paris. Donc t'es remonté, ouais. Voilà, je suis monté à Paris. Donc tu m'as dit, au niveau, t'es le plus petit de la fratrie ? Je suis l'aîné. Ah, t'es l'aîné. Voilà, il y a mon frère Samuel et ma petite sœur Katharina derrière. Voilà, donc on est parti vivre à Paris. J'ai eu le privilège d'être à l'école Steiner, donc alors je sais qu'en France, il y a toujours un litige avec ça. Je sais qu'il y a beaucoup de gens, ils grincent des dents. Mais moi, personnellement, j'ai eu le privilège d'être aux Beaux-Arts pour les enfants. Un endroit de créativité, d'expression corporelle, qui m'a vraiment permis, en sachant que j'étais dyslexique et hyperactif, donc ça a été très compliqué le début de ma scolarité parce que j'arrive pas à tenir en place, tout simplement. C'est un hyperactif. Ouais. Voilà, et en plus un hyper créatif, donc j'avais besoin de créer tout le temps, j'avais besoin d'être dans une dynamique, et donc cette école était très adaptée pour les enfants comme moi, où j'ai vraiment pu exercer, approcher tous les travaux manuels, la sculpture, le modelage, la pyrogravure, le théâtre, l'art de la parole, le chant. Qu'est-ce qu'on a fait encore ? Et donc je me suis retrouvé à 12 ans et demi à peu près responsable de l'atelier bois, où le professeur de bois m'a donné les clés, m'a dit écoute, c'est toi qui vas gérer le débit de bois, Donc ça a été une histoire difficile d'accepter la mort de mon père et tout le reste. Mais de l'autre côté, j'ai eu le privilège d'être dans des grandes écoles
où j'ai appris vraiment à m'exprimer. Et là, franchement, le bâtiment me plaisait beaucoup, donc j'ai passé mon concours à Paris, à l'Hôtel de Ville de Paris, pour être compagnon du devoir. D'accord. Donc tu as fait le tour. Ouais. J'ai pas fait le tour, mais j'ai passé mon concours là-haut, j'ai été reçu avec les honneurs, ils m'ont dit, écoute, c'est parti. Et là, on a décidé de revenir dans le sud de la France. D'accord. Donc, on est revenu sur la Montagne Noire et j'ai commencé à travailler avec mon maître charpentier, Marcel, là, qui n'est plus là aujourd'hui, mais qui était un grand monsieur. Ouais. Voilà. Et donc là, l'histoire a commencé et vraiment en travaillant avec lui, avec tout ça, je me suis dit, moi, j'aimerais bien faire de l'écologie, mais à l'époque, quand on parlait d'écologie, les gens riaient, on est passé pour des marginaux, des hippies, tout ce qu'on voulait, mais on a vraiment décidé avec mon frère de créer la confrérie de la construction écologique qui existe déjà depuis les 2001 à peu près. Et on a reconstitué toute une base de données. On a travaillé avec les anciens, on a essayé de comprendre toutes les techniques anciennes, on a vraiment fait tout un travail de recherche pour permettre d'avoir une cohérence, de se retrouver avec des maisons et des pratiques qui étaient ancestrales ou même millénaires et que on avait abandonné dans l'ère moderne. Voilà, donc nous on n'avait pas envie de se polluer la santé, on avait envie de faire, c'était peut-être utopique à l'époque, il y avait peut-être un peu d'utopie dans ce qu'on avait, mais en réalité je réalise qu'au bout de 30 ans plus tard, aujourd'hui, les gens m'appellent de partout en me disant mais ce que vous avez fait, le bagage que vous avez, c'est incroyable. Voilà, donc la petite histoire, c'est que on a vraiment commencé avec mon frère, on a considéré que le code d'honneur, donc la fratrie de frères, on voulait l'ouvrir avec les autres. Et on était des frères avec une cohérence, avec une éthique. L'envie de faire de l'écologie, de le faire dans les règles de l'art, et avec une solidarité, voilà. Et le parcours nous a amené aujourd'hui, vraiment à être une des références, en tout cas, grâce à mon ami Brian et la rencontre avec l'archipel, d'avoir pu démocratiser tout ça et de dire aux gens, écoutez, c'est possible de faire soi-même, c'est possible d'utiliser des techniques anciennes adaptées au monde d'aujourd'hui. Voilà, tout ce parcours m'a amené. C'est des rencontres, donc tu as parlé de ton papa avec tout le commencement, du charpentier, j'ai oublié le prénom, Marcel. Voilà, donc ton mentor au niveau des compagnons, et puis ta rencontre avec. Alors c'est vrai, pour la rencontre, je vais vous raconter la petite histoire quand même parce qu'elle est drôle. Voilà, je reçois un coup de téléphone un soir, un de mes apprentis, il me fait « ça va Nono ?» Je lui dis « écoute, ça va ?» Il me dit « j'ai donné ton numéro à un youtubeur. » Je lui dis « un YouTube quoi ?» Qu'est-ce que je c'est dis « mais qui ça fait ? Je vais te casser la gueule et tout. » Alors je suis désolé pour les mots, mais pour moi ce monde était tellement loin de ce que j'avais vécu pendant 25 ans, où j'avais un téléphone avec des touches et un téléphone pour téléphoner, quoi. Un Alcatel. Voilà, c'est ça, ou un Nokia 3310, indestructible. Et de là, je me suis retrouvé, c'est vrai, j'avais parcouru de l'apprenti, où j'ai été apprenti. Après, j'ai été chef d'équipe. Après, j'ai été maître d'apprentissage pendant une bonne vingtaine d'années. Donc j'ai formé beaucoup d'apprentis derrière moi. Sur cette région toujours, hein, sur toute la région du Sud, mais sauf qu'à l'époque on bougeait, on allait jusqu'à Rodez, on allait à Dax, on suivait les projets. Sud, quoi, Donc au début, c'est vrai, avant 2010, avant la crise, la grosse crise du bâtiment qui a quand même configuré le monde d'aujourd'hui, on avait des personnes qui voulaient de l'écologie, des gens qui avaient des convictions et qui nous ont amenés à réaliser des chantiers, je dirais, assez incroyables. Donc on a eu le privilège d'avoir des personnes qui ont financé, comme je disais souvent, nous on est des artistes et nos clients, c'est eux qui finançaient les œuvres. Donc on a trouvé un bon échange avec eux pour réaliser des maisons assez incroyables et remettre des techniques anciennes au goût du jour. Donc les techniques égyptiennes, les Romains, on est allé dans tout ce qu'avait construit l'humain depuis la création de nos sociétés, et on s'est inspiré de tout ça pour créer une écologie
j'aime pas le mot moderne, mais contemporaine. D'accord. Voilà. Et tu pars... Il y a de la rénovation ou c'est vraiment des Alors, projets au début, on construisait énormément parce qu'on était une équipe de charpentiers. Ouais. On allait même prélever nos arbres directement dans la forêt avec la courbe qui était choisie. On Donc, sciait notre bois. tu choisissais, ouais. Voilà. Et l'avantage de la confrérie, c'est que beaucoup de gens nous, comme a dit Brianne tout à l'heure, on cultivait la différence pour avoir la richesse. Donc, plus on est différent et plus on travaille ensemble, plus on s'est permis de créer des choses assez incroyables aujourd'hui. Parce que, justement, quand le charpentier rencontre le maçon, le zingueur, que tout le monde travaille dans la même direction, on a pu réaliser vraiment, je peux dire, j'ai passé 25 années à m'amuser avec mes copains. Est-ce que tu as un site ou une page ou quelque chose où on peut retrouver tes réalisations? Alors, voilà, encore une fois, là, on est sur mon point faible. Hein. Voilà, on va dire les choses comme elles sont. On a très peu communiqué, donc j'ai une base de photos, je pourrais montrer. Il y a aussi l'ancien site de la confrérie où on peut voir des réalisations qu'on a faites. Mais encore une fois, nous, on était vraiment dans l'envie de faire. Et on n'avait aucune notion sur la communication, sur tout ça. Pour nous, ça nous importait pas grand-chose. En fait. Ouais. C'est vrai que maintenant, enfin, même moi, je le vois, comme je suis plaquiste peintre, tout ça, et de montrer des réalisations ou des choses, puis ça peut donner de l'idée, quoi. Alors, j'ai eu un peu peur de montrer des choses, parce que quand on a commencé à montrer avec Brianne, il y a eu un tel engouement, les gens m'ont appelé du monde entier, avec des réactions vraiment où les gens ils ont dit, et encore on a montré, je dirais, un petit dixième de ce qu'on a réalisé. Du savoir que vous avez. Ouais. Voilà, et des choses qu'on a réalisées. Après, souvent on est dans le cadre privé, et de montrer aussi des endroits privés, c'est toujours un peu compliqué. Il faut demander aussi l'autorisation, exactement. Ouais. Et que les gens puissent ouvrir leur chez partie eux, voilà. ou ouais. Ça, je comprends. Mais c'est vrai, quand tu dis le monde entier, donc est-ce que toi, tu as amené à voyager, tout ça Alors justement, l'écologie, c'est quelque chose qui se réveille dans le monde entier. Et suite aux vidéos et suite aux vidéos, entre guillemets, on m'a appelé du Québec, de la Roumanie, du Liban, des Philippines, de la Réunion, du Maghreb, où tous les gens m'ont dit, mais nous, on veut aussi de l'écologie. Parce qu'en plus, ce qui est quand même triste à dire, c'est que les pays développés aujourd'hui, entre guillemets, les pays industrialisés, ont commencé à amener des notions écologiques, mais pour le moment, tous les autres pays sont en train de récupérer toutes les techniques non écologiques et polluantes chez eux. Donc en fait, il y a vraiment comment expliquer ça? Un décalage. Il y a un vrai décalage. Ouais. Ça veut dire que les techniques traditionnelles ont été abandonnées au profit des multinationales et au profit d'une construction unilatérale. Donc on a adopté la construction en béton qui, elle, n'est pas adaptée et extrêmement gourmande en énergie, mais qui est liée à l'après-guerre, parce que suite à la reconstruction de la France, on a adopté la technique du béton et d'autres, et on a abandonné toutes les techniques qui étaient, elles, naturelles, écologiques, adaptées, performantes. Donc c'est un peu l'ironie du sort qui est aujourd'hui, c'est que le monde se réveille après presque une centaine d'années d'obsession à vouloir avoir des bâtiments modernes, mais qui ne sont pas habitués, qui sont pas habilités au changement climatique, à tout ce qui se passe aujourd'hui. Qui s'adaptent pas à l'environnement ou non, parce que quand je prends des exemples de construire en béton dans les îles ou de construire en béton partout dans le monde, le béton il est bien, mais on ne doit pas l'utiliser pour tout. Donc dans mon parcours, c'est vrai, on a été un groupe, je pense, on est à peu près une quarantaine de personnes qui depuis des années ont travaillé pour permettre de faire le lien entre nos anciens, les techniques anciennes, qui étaient immuables, qui ont duré des millénaires, et on a essayé de les adapter au monde moderne avec les contraintes, avec tout ce qui était attendu. Mais si je peux donner une petite parallèle, aujourd'hui, l'ère industrielle a duré 150 ans, et aujourd'hui, les Mésopotamiens, l'Égypte, les Romains ont des bâtiments qui sont là aujourd'hui, qui ont 2500 ans, et qui sont toujours debout. Ouais, donc je pose quand même une question,
à se dire est-ce qu'on adopte un mode de consommation, d'obsolescence, un mode qui n'est pas adapté, ou est-ce qu'on va faire enfin le bilan et se dire tirer que les leçons de voilà. ce qui s'est passé, qu'on voit que des structures, comme tu disais, qui ont des millénaires, tiennent toujours debout, ils sont adaptés par rapport à leur environnement, à leur Oui, milieu, et qui sont en réalité beaucoup plus écologiques et beaucoup plus économiques. Ouais. Parce qu'on est dans un mode où en réalité la construction aujourd'hui, on va passer plus de 30 ans de notre vie à financer notre habitat. Donc si on doit prendre un des budgets d'autonomie, donc être autonome par rapport à sa vie, le premier budget qu'on doit mettre en avant de planter ses salades ou même produire son énergie, c'est être capable de construire son habitat et de le restaurer. D'accord. Donc pour moi, c'est une parallèle qui est très importante. Ouais. Voilà. Et donc tu disais au niveau de tes clients, donc là, je pense que tu ne cherches pas vraiment, ou tu fais vraiment sur des projets qui te tiennent vraiment à cœur, ou... Alors moi je disais, alors je vais vous dire la petite chose, moi j'avais toujours une petite phrase que je disais à mes clients entre guillemets, c'est je veux connaître votre rêve. Donc moi j'avais besoin d'entendre le rêve des gens pour pouvoir réaliser leur rêve. Et j'ai eu des surprises souvent, les gens m'ont dit mais c'est au-delà de nos espérances. Sur les réalisations. Sur les réalisations. Parce qu'on avait une approche très particulière. Moi j'avais besoin de sentir l'engagement des gens, des personnes pour qui je travaillais, parce que je réalisais leurs rêves. Moi je suis que l'artisan du rêve. Ouais. Donc face aux gens, c'était important pour moi que c'était eux qui portent aussi la responsabilité de vouloir avoir... voilà. Alors moi, ce qui m'intéresserait maintenant, c'est de quel matériau tu mets en avant par rapport... alors tu vas me dire suivant où on est. Alors justement, la réponse, tu l'as juste annoncée. Encore une fois, si j'ai peut-être un conseil à donner, observez ce qui a été fait. Chaque région, la France pour moi, est le pays où on a le plus de méthodes de construction, et c'est le pays qui a abouti sur des réalisations micro-locales. Donc la France, c'est l'exemple du monde entier où on a utilisé tout ce qu'on avait autour de chez nous. En France, on fait 50 km, on va changer de mode de construction, on va avoir d'autres matières mises en œuvre, parce que pour moi, la vraie écologie, c'est prendre ce qu'on a devant chez nous. D'accord. Et est-ce qu'il n'y a pas quand même des... on voit depuis quelques années, enfin ça doit exister, comme de l'isolation avec de la laine de bois, du chanvre, des choses comme ça. Alors ça c'est très intéressant, mais si on revient dans l'histoire, pour moi les industriels, la prise de pouvoir des industriels a été très intéressante. Donc ils se sont appropriés l'écologie en créant des matériaux biosourcés, et j'ai pas dit que c'était pas bien. Ouais. Mais encore une fois, les industriels ont compris que le bâtiment neuf, depuis déjà une bonne quinzaine d'années presque, est en train de s'effondrer. Donc ils ont décidé vraiment d'essayer de créer des matériaux biosourcés, mais qui sont encore une fois industriels. Donc c'est de l'écologie industrielle. Ça veut pas dire que c'est négatif, parce qu'il y a beaucoup de gens aujourd'hui n'ont pas les moyens d'aller prélever les matières autour de chez eux, ou de pouvoir vraiment utiliser des techniques qui sont extrêmement économiques et écologiques. Quand tu dis autour des choses, en fait ça me fait penser, je sais pas pourquoi j'ai ça dans la tête, mais on dit en général on doit se nourrir à 50 km autour de chez nous. Donc c'est exactement la même chose. Alors je vais donner un exemple tout bête. Le bois aujourd'hui, quand on achète des quarts de rond dans le magasin, il vient de France, il est parti en Chine pour être usagé et il revient en France pour être remis dans nos maisons. On va utiliser... Alors dans l'histoire c'est très simple, on a pillé l'Afrique, on a pillé l'Amazonie, on a eu des bois exotiques, on a pillé le nord de l'Europe, tout le nord blanc, tout ça, sauf que tous ces bois sont un peu comme les humains. Quand on prend un humain qui est expatrié, il n'est pas adapté au climat. Même si le bois est de qualité, le mieux, ce qui est le plus écologique et le plus cohérent, c'est d'utiliser l'arbre qu'on a dans un périmètre le plus court. Ouais. Et ça, c'est la vraie écologie pour moi. Ça veut dire que là, on n'englobe pas le fait juste d'utiliser une matière, mais de savoir d'où elle vient, le transport qui a été occasionné, la filière qui a été derrière. Donc les gens aujourd'hui, ils voient l'écologie, mais un peu encore comme des bobos,
ou des gens où ils font de l'écologie par principe. D'accord. Si on va vraiment jusqu'au bout du des principe, choses, ouais. eh ben, on doit se permettre de pouvoir construire avec les matériaux qui sont directement dans un périmètre de proximité. Toi, en ce qui te concerne, quand tu as... Donc, est-ce que tu as un groupement, je veux dire que... Allez, j'aime pas ce terme, mais une maison clé en main, mais je veux dire, voilà, tu as un projet où, ben voilà, je veux ça, est-ce que tu peux apporter au niveau, bon, tout ce qui est structure, tout ce qui est charpente, tout ce qui est isolation, tout ça, mais après, tout ce qui est, je dirais, au niveau électricité, au niveau... Alors, pour moi, la plomberie et l'électricité sont des satellites du bâtiment, ils sont pas directement liés à la conception du bâtiment. Ouais. Et il y a bien une chose qui est un peu incompressible aujourd'hui, le monde moderne et la vie moderne. Voilà, c'était pour ça que je te pose des choses. Cette question. Ouais. Voilà. Après, l'électricité et la plomberie sont pour moi minimes dans une construction. On est sur des choses qui sont minimes. Si on fait le choix aujourd'hui de bâtir avec la terre, par exemple, ou à construire avec du bois, ou construire avec d'autres trucs, on peut englober aussi le fait qu'on va stocker du carbone. Donc, dans la construction, et là, on est vraiment à l'équation carbone, le réchauffement climatique. Ouais. Si on change le mode de construction et on revient à un mode de construction avec une cohérence carbone, on va peut-être pouvoir ralentir un processus. Donc ça veut dire le choix des matières est extrêmement importante parce que c'est ce qui va définir aussi si notre maison, elle va dans l'air du temps ou est-ce qu'elle va contre l'air du temps. Donc je prends l'exemple du ciment, c'est bien le ciment, c'est adapté pour certaines choses. On est sur des hauts fourneaux à 1500 degrés. On est sur une matière qui a une durée de vie d'à peu près 100 ans. Donc on est vraiment sur un mode de construction où on n'enclobe même pas nos petits-enfants dedans. Ouais. Donc c'est un mode de construction égocentré. Parce que les gens construisaient avant pour des centaines d'années. Ils avaient un mode de construction qui était durable, pérenne, qui rentrait dans le développement durable. C'est un grand mot, mais en réalité, les anciens appliquaient ça dans toute leur construction, dans toute leur conception même. Et alors, je sais pas si ça a vraiment un lien, mais je sais que sur la chaîne L'Archipel, donc, quand Marianne visite les Earthships, je vois des fois des constructions avec des vieux pneus, des choses comme ça, ouais. T'en penses quoi de ça ? Alors, c'est un peu comme le container. Ouais, alors, dans l'idée, je dirais que l'idée, elle est cohérente. Mais encore une fois, d'utiliser, on pourrait très bien utiliser un autre mode de construction sans passer par les pneus. Ouais. Parce que l'idée, elle est bonne. Il faut pas oublier que ça vient des États-Unis et qu'on est sur des conceptions qui ont été faites dans l'idée de recycler la matière. Mais il faut faire aussi attention dans ce principe-là. Ça veut dire enfouir des pneus et enfouir certaines choses. Voilà, c'est penser, encore une fois, je pense que c'est encore très égocentré. Voilà, comme disaient les Indiens, le grand chef Sioux, il disait, on emprunte la terre à nos enfants. Donc à partir d'un moment, on doit aussi concevoir dans notre esprit qu'on n'est pas sur une génération ou deux. On doit savoir que tout ce qu'on va laisser, la façon dont on va agir aujourd'hui, la conscience de la façon dont on construit, restaurer et tout le reste, va amener aux futures générations de recevoir ou pas des bombes à retardement. Voilà. Tu parles des futures générations, tu formes des jeunes Alors moi j'ai formé, depuis l'âge de 23 ans j'ai formé, j'ai été maître d'apprentissage et j'ai formé beaucoup de jeunes. Voilà, donc c'est vrai, former des apprentis comme à l'ancienne, un bon apprenti bien formé, c'est 7 ans. C'est un doctorat. 7 ans, ouais. C'est l'équivalent d'un médecin. Ouais. Donc je considère aujourd'hui que l'équivalence d'être médecin généraliste ou être médecin du bâtiment demande à peu près les mêmes années de travail. De travail, ouais. Pour arriver à avoir quelqu'un qui est complet dans sa pratique. D'accord, ouais. Et tu as avec toi des... Parce que là, je sais pas en quelle forme juridique tu es. Alors, aujourd'hui, moi, je ne réalise plus de chantier. D'accord, ouais. Voilà, et suite aux vidéos et suite à l'ère du temps et du changement de ce qui s'est passé, aujourd'hui, je suis consultant, donc je travaille dans l'intérêt des personnes pour permettre à tout le monde de devenir autonome dans leur construction. Donc, pour moi, la boucle est bouclée.
Donc c'est bien beau, il y a eu la capacité de gagner de l'argent, il y a eu les 30 glorieuses, il y a eu tout ça. Sauf que l'air de temps et l'économie et l'écologie, tout ça aujourd'hui, fait que les gens se reviennent, la boucle est bouclée. Donc la plupart des gens sont amenés à faire eux-mêmes. Et donc moi je travaille réellement, mon travail aujourd'hui c'est de permettre aux gens d'être autonomes dans leur réalisation et de pouvoir faire les travaux chez eux, construire leur maison ou rénover leur maison en autonomie entre guillemets. D'accord, donc tu fais du suivi de chantier alors je les accompagne, donc je les permets, je fais des diagnostics, conseils. Et là l'idée c'est que, encore une fois, l'air du temps c'est Internet. Le présentiel, c'est une bonne chose, mais là, on va s'appuyer sur le format Internet pour essayer de diffuser le savoir et les techniques dans le monde entier. Donc, tu t'adaptes, oui. Ça veut dire, c'est très simple, je vais répondre, c'est mathématique la vie. Hein. Si demain, je devais former des gens, je formerais 150 personnes à l'année. Et je formerai des gens qui ont les moyens de venir en présentiel. Ouais. Et je serai pas très écologique non plus parce que tout ça, ces gens vont se déplacer pour venir à moi, vers toi, en sachant qu'aujourd'hui, même si Internet a un coût énergétique, mais de pouvoir le diffuser à très grande échelle et le rendre accessible, c'est simple, c'est presque 10 fois moins cher. Et entre une formation en présentiel et une formation en ligne, on peut réduire jusqu'à presque 10 fois le prix de la formation. Eh bien oui, parce qu'en plus, il y a une question de logistique au niveau de se déplacer, de dormir, de manger, il y a tout ça qui en découle. Donc j'ai fait un calcul et en plus, j'ai pas envie de créer des privilégiés. Donc ça veut dire le but, c'est pas juste... avec les compétences que j'ai aujourd'hui, je pourrais travailler pour les gens qui ont de l'argent. Ouais. Mais ça va contre mon éthique. Oui, je comprends ce que tu veux dire. Donc ça veut dire que c'est en opposition. Oui, je pourrais choisir l'aura que j'ai aujourd'hui et de travailler juste pour les gens qui ont les moyens de le faire. Mais au fond, la confrérie, elle a toujours été à l'inverse de ce principe-là. Donc l'idée aujourd'hui, c'est vraiment de permettre à toute personne. J'ai eu un exemple qu'on a encore vu dans la dernière vidéo, une dame de 60 ans qui... Elle était désespérée, elle avait son toit qui fuyait, elle était là, elle a fait des devis, et elle m'a appelé, je lui ai dit, mais pourquoi tu le fais pas toi-même? Elle m'a dit, mais je sais pas faire. Je lui ai dit, écoute, je vais te montrer. Et là, ils viennent de finir une toiture de 250 mètres carrés, ils ont économisé 40 000 euros, et c'est énorme. Donc pour moi, si cette dame de 60 ans a fait son toit, et tout, qui aujourd'hui ne pourrait pas le faire? Ouais. Voilà. Tu sais à quel point ça peut... est-ce que vous avez t'as un quantitatif au point de vue, comme tu disais en présentiel sur l'année, tu peux avoir 150 personnes. Là, ça doit être exponentiel. Moi, je dirais une formation aujourd'hui en présentiel sur une semaine va coûter vite 1 500 euros sans les frais. Sans les frais, juste la formation. Donc, aujourd'hui, sur certains postes, on va peut-être, et c'est ce qu'on travaille avec Brian et toute l'équipe et la confrérie et les autres, on aimerait bien obtenir des formations qui tournent entre 150, 250, 300 euros, 400 euros. Ouais, sur les... Voilà, avec du contenu. Est accessible à contenu. Ça veut dire qu'en fait, on aurait des modules pour tous les postes du bâtiment. Voilà, qu'on peut choisir module par module. Exactement, on peut choisir, et plus on achète de modules, moins c'est cher. D'accord. Ça me fait penser un peu, alors je ne sais pas si vous connaissez sur Albi, l'école de la matière. Oui, je connais, qui est une des très bonnes écoles. Il n'y en a pas beaucoup d'écoles en France. Il y a Albi, il y a l'école des papes d'Avignon, pour les techniques écologiques, les badigeons, les fraises, tout le reste. Mais là, l'idée, c'est vraiment, encore une fois, une école en présentiel comme Albi. Et oui, mais c'est pour ça, Elle est encore pas élitiste, mais elle va être réservée à certaines personnes. Mais c'était le côté que je voyais, que des côtés modules, comme tu disais, où tu peux choisir, c'est 2-3 jours qui peuvent me convenir. Mais là, tu peux, en étant de chez toi, quoi. Pouvoir apprendre. Après, faut mettre en pratique tout ça. Alors, il faut imaginer que j'ai des demandes de France, mais j'ai aussi des demandes du monde entier. Ouais. Et tu parles plusieurs langues? Non, pas du tout. Moi, je parle le langage du cœur. Voilà. Ouais. Bon, c'est très beau. Et du savoir. Ouais. Non, mais c'est... Et donc du monde entier. Donc, j'ai rien du tout, mais c'est plutôt le monde qui réalise, ça a sensibilisé à travers les vidéos qu'on a fait avec Brian. On a pris un domaine qui était le savoir, c'est le pouvoir. Quand tu as le savoir, tu as le pouvoir. Et j'ai cassé la chaîne en diffusant sur l'archipel des connaissances qui étaient réservées aux érudits,
aux gens qui avaient passé des années d'école pour accéder à ce savoir. J'ai essayé de le vulgariser, j'aime pas le mot, mais de le ramener, de le simplifier. De le simplifier, voilà. Ouais. Et de là, eh ben, ça a créé une vraie énergie. Et moi, si on doit changer demain, et si on doit laisser à nos enfants un monde meilleur, encore entre guillemets, eh ben, c'est à travers des personnes qui vont diffuser le savoir. D'accord, ouais. T'es plutôt... Parce que j'ai vu que tu Ouais. faisais... On le voit pas, une grimace ou quoi que ce soit par rapport au futur, tout ça, plutôt... Ah, moi, je suis quelqu'un de très optimiste. Optimiste, ouais. Voilà, moi, j'ai une philosophie qui est basique, c'est tu crois, tu crées. Ouais. Donc, à partir d'un moment, si on y croit vraiment, et quand je prends l'exemple de la dame avec son toit, Ouais. ou quand je prends l'exemple de toute ma vie, moi, j'ai cru à l'écologie il y a 30 ans, et on est passé vraiment pour tout ce qu'on a entendu de tout. Ouais. Sauf que maintenant, 30 ans après, tout le monde me contacte pour dire oui, tu veux pas lâcher un peu de ton savoir Ouais, C'est un peu l'ironie du sort. Voilà. Non, mais c'est ça, moi, c'est Ouais. ça que j'essaye de faire ressortir dans ce podcast, justement, c'est que le dernier épisode, on avait entendu Briand le dire, ou quoi que ce soit, qu'on a en nous cette capacité à... C'est pas parce que, allez, je prends mon cas, quoi, j'étais commercial, je suis devenu plaquiste peintre, moniteur de roller, voilà. Si on veut vraiment faire les choses, si on se donne, qu'on a l'envie ou quoi que ce soit, il n'y a pas de barrière, quoi. Alors là, je reprends vraiment parce que dans ma vie, j'ai pas fait que du bâtiment. J'ai voulu faire du pain. J'ai fait le premier pain, j'ai fait la première miche de pain, je l'ai amené, j'ai fait goûter. Et là, ils m'ont dit, ah oui, on voudrait bien du pain. J'ai commencé avec 20 kilos, j'ai fini avec 500 kilos de pain par semaine. Et cette période-là, c'est quand, pardon, excuse-moi? Je faisais ça la nuit, après le chantier. D'accord. Voilà, par principe, par envie. Voilà, et j'ai réalisé... Par passion. Ouais, c'est comme le jardin, ou Ouais. c'est comme j'ai fait des jouets en bois, ou j'ai fait des bougies en cire d'abeille que je faisais avec les enfants. Et de voir les enfants, je leur donnais une mèche, et je leur disais, regarde, on va faire une bougie. Et les enfants me regardaient avec des gros yeux, et ils avaient du mal à visionner. Mais on trempait, premier trempage, deuxième trempage. Et puis, Et petit tous à les petit, enfants ouais. repartaient avec les yeux qui brillaient. Tu faisais des ateliers de ça? Ouais, je faisais ouais. des ateliers gratuits avec les enfants. Ouais. Et j'ai entendu tous les parents qui m'ont dit les enfants ne voulaient pas brûler les bougies. Ils Parce voulaient les qu'ils garder, avaient ouais. créé la bougie. Ouais. Donc, ce que j'ai amené aux enfants, c'était tout le base de ma philosophie. Et même chose aujourd'hui, le projet qu'on a en commun avec Brian, avec Stéphane, avec les autres, c'est parce que je suis quelqu'un d'extrêmement optimiste. Et je considère, comme Gandhi, on doit être le changement qu'on voudrait voir dans ce monde. Ouais. Donc la fatalité, j'y crois pas. Voilà. Et tout le reste. Et on doit vraiment être... on doit être le changement, on doit montrer l'exemple. Moi, je disais à mes apprentis, quand c'est dur, c'est bien. Mais mets la barre en haut. Voilà, parce que tu la passeras un jour. Ouais. Donc, tous tes échecs, tu as sûrement dû avoir durant Oh, ta bien vie. sûr, j'ai fait Tu toutes prends- les conneries du monde. Ouais. Mais j'ai aussi eu des très très belles réussites dans ma Ouais. vie, qui m'a amené, même aujourd'hui. Qui t'ont servi, en fait. Alors, j'irai pas servi, mais je pense que ça fait partie aussi des personnages, des légendes personnelles de chacun. J'étais quelqu'un, je n'acceptais pas la fatalité. Alors, moi, j'utilise les réseaux sociaux pour diffuser la connaissance et permettre d'affranchir les gens. Parce qu'encore une fois, je connais bien le monde, j'ai parcouru, et la connaissance, c'est comme Brian. On prend l'exemple de Brian tout à l'heure. Quand il a commencé l'autonomie, il a réalisé que pour être autonome, ça demandait des connaissances. Ouais. Et donc, qu'est-ce qu'il a fait? Il a eu l'intelligence d'aller rencontrer des gens et Pour d'interviewer acquérir, ouais. pour acquérir cette connaissance. Et une fois qu'il a rencontré ces personnes, qu'est-ce qu'il s'est fait? Il s'est fédéré avec eux pour construire demain. Ouais. Parce qu'en réalité, le monde, il est égocentré aujourd'hui et les gens croient qu'avec l'argent, ils peuvent tout posséder. Moi, non, pour c'est plus moi, le la savoir. force, Ouais. la force et les choses, c'est le réseau, la force du réseau. C'est pour ça que nous, on est la confrérie de la construction écologique. On ne mélange pas tout, on est des frères et on est solidaires et on a un code éthique qui nous permet de pouvoir faire presque, de friser l'insolence en permanence. Voilà, moi, ma compagne, elle disait, tu vas pas travailler, tu vas
t'amuser avec tes copains. Ah ben, j'ai dit, oui, c'est quand même du travail, hein. Mais 25 années pour moi, j'ai été sans réveil. Je me suis levé sans réveil parce que le matin, je me levais parce que j'avais envie. Ouais. J'avais quelque chose qui m'attendait, j'avais un code d'honneur, j'avais des chantiers, j'avais mes jeunes à former tous les matins, j'avais tellement de belles choses que m'amenait mon travail qui m'a permis que le réveil pour moi c'était facultatif, c'était quelque chose voilà, j'en avais pas besoin. J'avais pas la contrainte que beaucoup de gens avaient parce que réunissait dans mon travail mes convictions, mon envie. Pour moi, c'était un travail difficile qui me donnait énormément d'énergie. Et aujourd'hui, le grand sage, ça veut dire que quand on a parcouru, chez nous, chez les compagnons, on dit, quand t'es arrivé au bout, t'es le singe. Et le singe, voilà, au début, t'es le lapin, hein, les papates, les oreilles, et tu cours, et tu écoutes bien ce qu'on te dit. Et quand tu parcours et que t'arrives tout en haut, tu deviens le singe, et on n'apprend pas la grimace au singe. Ouais. Donc, quand on est devenu singe, le rôle d'un singe, c'est de rediffuser, de redonner toute la connaissance. Sauf que c'était réservé à une confrérie, c'était réservé à des apprentis, et que aujourd'hui, ma mission de vie, hein, si on peut l'appeler comme ça, c'est de faire le tour du monde pour diffuser le savoir et dire aux gens, mais réveillez-vous, reprenez votre bâtiment, reprenez ce qu'il y a à vous. Ouais. N'attendez pas que le monde vous amène ce que vous voulez. Là, aujourd'hui, reprenez, redevenez indépendant ou autonome. Autonome, ouais. Voilà. Bon. Et tu apprends quand même moi, sur des rencontres. Ouais, moi, j'adore parce qu'en fait, c'est les rencontres dans ma vie. La rencontre avec Brian. Ouais, voilà. Il est arrivé un moment dans ma vie où j'avais parcouru le chemin et c'est comme si je mangeais un repas qui avait plus de goût. Ouais. Tu tournais en rond, quoi, tu veux dire? Je vais pas dire tourner en rond, mais c'est à peu près ça. Ça veut dire que j'étais arrivé à un stade où j'avais besoin d'aller plus loin et peut-être d'aller une étape de plus. Ouais. Et à travers la rencontre avec Brian, mais ça a permis vraiment à travers Internet, un monde qui était un canal de diffuser à grande échelle aujourd'hui et de dire aux gens, mais réveillez-vous, tu crois, tu crées. Et plus tu crées, plus tu crois. Donc ça veut dire... Je pense qu'on est des... Enfin, moi, des fois, je vois ça souvent quand je me lève le matin et que je regarde, parce que je donne sur pas très loin de la rocade, non pas ici, enfin, je vois la montagne, tout ça, il n'y a pas de souci, mais des fois, je vois toutes ces voitures, tout ça, qui convergent vers même endroit, et je dis, putain, on est quand même des boutons, quoi. Et j'ai ce sentiment de dire, mais non, c'est... Je sais pas comment l'exprimer vraiment. C'est quand j'ai eu, que j'ai expliqué dans l'épisode 0, où j'ai expliqué tout ce que j'avais eu, l'agoraphobie, tout ça. Et on dirait que c'est de reprendre le contrôle de sa vie. Voilà. Mais c'est très important parce que le verbe est puissant. Et on oublie que à travers nos actes et à travers nos paroles, on change de main. Et les gens utilisent des formulations qui sont terribles et qui, moi, me font des frissons. Les gens me disent, oui, il faut que j'aille chercher mes enfants. Il faut que j'aille travailler. Ouais. Dans la vie, pour moi, il y a 3 options. Il faut, je dois, j'ai envie. Donc, il faut, ça sonne faux. Ouais. Je dois, c'est incompressible, c'est notre devoir. Je suis père de famille, je suis chef d'apprentissage, je suis mère. Ça, c'est de l'incompréhensible. Ouais. Mais le sublime dans la vie, c'est de dire, j'ai envie. Eh bien, moi, j'ai envie de changer le monde à travers l'acte et à travers l'exemple que je donne de ma vie. Et j'ai aucune prétention à être supérieur. Je veux juste dire que moi, j'ai envie de m'endormir quand je serai au bout et d'avoir participé au changement de demain. Voilà. Et je suis quelqu'un, pour moi, le il faut, c'est quelque chose que j'ai oublié depuis longtemps. Ouais, que t'as banni de ton... Voilà. Mon devoir, c'est le passeur de savoir. Et ça, c'est mon devoir. Mon envie, j'ai plein d'envies, parce que j'en ai plein. Je fais le jardin, je fais ci, je vais là. J'adore apprendre. Je suis en perpétuel apprentissage. Voilà. Bon, mais justement, on va rebondir là-dessus, sur qui est Noël, qui est Nono, un peu plus, quoi, sur ta passion, autre que
que tes Alors, je réalisations, suis tout ça. passionné de botanique. Botanique, ouais. Voilà, j'ai un jardin, justement, voilà. Quand mon activité a baissé un petit peu, ma mère, elle m'a dit, viens voir mon fils. Et on est ici sur la montagne, où on a un patrimoine qui est plus que millénaire. Et elle m'a dit, regarde là, tu vois là derrière. Et en fait, on voyait une friche avec des terrasses, des restanques. Et elle me dit, oui. Je lui dis, écoute, oui, on va réhabiliter les jardins. Donc, on a hérité de jardins qui sont plus que millénaires. Ils sont de l'époque de Machu Picchu et des autres. Donc, on a des terrasses ici où je vis qui ont plus de 800 ans, 1000 ans, et qui ont été abandonnées tout simplement parce que l'ère industrielle, quand il fallait planter une salade et acheter une salade, c'était facile. Mais quand le Covid est arrivé, la salade et tout le reste est devenu à un tel prix que ça vaut la peine encore une fois de restaurer, de planter son jardin. Et on a restauré ces terrasses qui étaient bâties par des gens qui avaient du bon sens. Et là, j'ai été impressionné des rendements et des choses qui ont été faites par nos anciens, parce qu'ils ont été ils ont bâti sur une pente de 40%, ils ont détourné toutes les rivières pour irriguer. Et on a planté. Ils se sont adaptés au milieu, ouais. Comme et ils ont créé des jardins incroyables. On est sur des terrasses de culture minuscules. J'ai un exemple, un des anciens du village est venu me voir, il m'a dit, non, tiens, je te donne des haricots. Ces haricots, ceux-là, ça fait 40 ans qu'on les plante. Je l'ai attrapé, j'ai dit, tu t'as pas intérêt à te foutre de ma gueule, l'ancien. J'ai planté les haricots. Et là, j'ai compris qu'est-ce qui s'est passé. Sur 12 mètres carrés, on a fait 150 kilos de haricots verts. On a inondé le quartier. Je peux plus voir un haricot vert. Voilà. Ça a été, et c'est là où j'ai compris qu'encore une fois, on pense que le modernisme, c'est toujours innover. Mais on a oublié que le monde, depuis des millénaires, a eu du bon sens. Et on a oublié le bon sens, on l'a remplacé par le pouvoir de l'argent, on l'a remplacé par la prétention de croire qu'on fait mieux que ce qu'ont fait les anciens. Et là, franchement, c'est un peu ironique le monde où on vit, mais rappelez-vous que tout ça avait un sens. Le bon sens, la logique, l'entraide, le partage, le troc. Parce que le monde de l'argent nous a fait perdre les liens primordiaux qui nous liaient à la nature, qui nous liaient à tout ce qu'on avait autour de nous, et on l'a remplacé par un faux pouvoir qui nous fait croire qu'on peut posséder. Mais en réalité, demain, en 2 secondes, tout ça n'existe plus. Ouais. Et qu'est-ce qui restera alors ? Ouais, c'est vrai que... Non, je suis entièrement d'accord avec ça, quoi. Mais même si t'es pas d'accord, c'est pas grave. Ah j'ai pas le choix alors. Bon, c'était une petite taquinerie. Non, mais c'est hyper intéressant et très juste aussi. Hein. Donc botanique alors pour te ouais, alors je fais aussi les abeilles. Donc je faisais les bougies pendant 25 ans. J'ai fait une animation de bougies avec les enfants, qui était un moment pour moi de leur rappeler le tu crois, tu crées. Donc quand tu donnes une ficelle à un enfant et tu lui dis il va y avoir une bougie et tout ça, les enfants, je les ai amenés à se projeter, à croire en l'instant présent et leur capacité à faire. Et j'ai été surpris parce que beaucoup de mamans et de parents sont venus me voir en me disant oui, mais mon fils, il tiendra jamais 3/4 d'heure. Et là, je lui dis, vous voulez bien vous écarter et tout, le petit. Et ils ont tous fait leur bougie. Mais un jour, l'apiculteur qui me donnait la cire, qui m'a vendé la cire, m'a dit, écoute, Nono, c'est fini, 40 ans d'apiculture. Il me reste 8 ruches. Est-ce que ça t'intéresse ou pas? J'ai dit, moi, je suis charpentier, mais je vais appeler les confrères. Donc, j'ai appelé les autres frères de la confrérie. Je leur ai dit, écoutez, vous voulez acheter des ruches ensemble? Et ils m'ont dit, oui, pourquoi pas? Et j'ai attrapé l'ancien et je lui ai dit, écoute, on t'achète les ruches, mais par contre, tu nous apprends. Donc là, aujourd'hui, 6 ans après, on a plus de 100 ruches. Les abeilles ont fait 1,5 tonne de miel cette année. Ouais. Voilà. Donc, encore une fois, tu crois, tu crées. Moi, les abeilles, pour moi, c'est quelque chose de merveilleux, c'est une passion. Il n'y a aucun argent derrière. C'était pour moi le simple c'est fait. Essentiel, quoi. C'était pour moi quelque chose d'incroyable. La première récolte de miel, j'ai pleuré comme un enfant. Voilà, parce que c'était incroyable qu'une petite abeille aussi petite puisse faire une chose aussi incroyable que le miel. Voilà, donc les abeilles aujourd'hui font partie de nos vies, on les soigne, on a un pacte avec elles.
de protection en échange de... Vous y du êtes soleil. combien du coup On est 3, 3, ouais. voilà. Et donc ça c'est Oh, ça, c'est juste pour le plaisir. pour le plaisir, ouais, voilà. Voilà. Hein. C'est bon, bah super. Et Ah, ouais. tu m'as parlé aussi de pêche, il me semble. Ah oui, alors c'est vrai que j'adore la pêche. Ouais. Parce que, comment expliquer, je suis quelqu'un de cérébralement avec tellement d'énergie ou autre. Le seul endroit où je me repose, c'est quand je pêche. Voilà. Donc Il y a tu deux te choses. vides la tête là, vraiment. Exactement, ouais. ça veut dire que pour moi la pêche, pour un hyperactif et tout le reste, et pour canaliser mon énergie dans un seul acte, la pêche est idéale. Donc je conseille vraiment aux hyperactifs et aux autres qui ont besoin de pouvoir se canaliser. La pêche, c'est un acte très particulier. Voilà. Tu pêches quoi du coup? Alors je pêche pour manger déjà. Ouais. Donc, c'est pas une pêche sportive. D'accord. Et je pêche tout le long de mes voyages, le long des endroits où je vais. Donc lac, rivière. Lac, rivière, fleuve, océan, mer. Ouais. Donc oui, bateau. autant sur bord que. Oui, voilà. Mais chaque pêche est différente. Mais la pêche est quelque chose. C'est encore un lien particulier avec le poisson et se nourrir. C'est vrai que aujourd'hui, on a oublié que quand on va au supermarché ou autre, on achète des produits sans passer par l'acte de chasse ou de pêche. Ouais. Alors, on ne peut pas se permettre aujourd'hui, au monde où on est, de tous revenir à ça. Mais pour moi, c'est un acte important. Bon. Donc, du coup, je vais te poser comme question tes conseils, tout ça, pour allier la vie perso, tout ça. Mais bon, je pense qu'avec tout ce que tu nous as dit, avec Alors, je vais vous ta donner passion, encore un ouais. conseil. Mais ça, c'est un conseil philosophique. Le monde où on vit, il est binaire. Le monde informatique, c'est 0-1. Donc, on est basé sur le dogme de la religion qui dit le bien et le mal. Moi, je vis dans 3 dimensions, donc je vis pas dans le monde binaire. Mais entre le bien et le mal, il y a une notion qui est au milieu. Et pour moi, l'important dans sa vie, c'est d'être juste, de trouver la justesse, le juste milieu. Voilà. Et donc, quand on voit l'ombre et la lumière, quand l'orage rencontre le soleil, qu'est-ce qui se passe? Ben, on a un arc-en-ciel. Et donc, j'ai toute ma vie, peut-être que j'ai été handicapé pour être dans le monde binaire. Mais moi, je vis dans le monde tertiaire. Voilà. Et 1 + 1 = 3. Parce que c'est la synergie. Parce qu'une personne plus une personne crée une énergie. Et si on ajoute cette équation à 1 + 1 + 1 + 1, le monde demain peut changer. On peut tout changer. C'est juste qu'on reste cantonné dans le monde binaire. Et le monde binaire est une opposition. Voilà. C'est passionnant. Non, mais c'est philosophique, C'est mais moi je peux vous philosophique, mais dire que c'est- je l'applique depuis des années. La synergie, la confrérie est une synergie. La rencontre avec Brian est synergique. Et je Mais c'est les pense- rencontres, en fait, qui font... les rencontres et le fait qu'on croit en notre capacité à changer demain. Ouais. Et après, de léguer ça, quoi. Et en plus, c'est mathématique. En plus. Parce que le monde binaire, alors là, peut-être je rentre dedans, mais c'est toujours une opposition. Donc, ce qu'on vit, et notre société vit dans un monde binaire où elle est toujours en conflit contre quelqu'un. Donc, elle ne peut pas évoluer, elle est tout le temps en conflit. Que demain, si on doit changer les choses qui nous dérangent, on doit accepter aussi que c'est pas Le un changement. monde binaire. Voilà. Ouais. On doit C'est être le changement. Mais en fait, c'est se réadapter comme on était dans le passé, quoi. Alors peut-être se reconnecter alors. Se reconnecter, ouais, exactement. Et tu dirais plus de laisser de côté tout cette partie là, tu disais, de ce monde. Non, j'ai Non, pas dit ça. C'est que je pense que ce de l'inclure, mais ce qui manque dans notre monde, c'est s'éloigner un peu de ce qu'on vit et de savoir réellement ce qui est important. Et je pense que notre société égocentrée, elle a un côté très positif parce que l'humain a pris conscience. On n'est plus dans l'effet du dogme et du moutonnage entre guillemets. ouais. Donc elle amène, mais le problème c'est que pour le moment, l'égocentré sert juste à l'ego et ne sert pas à changer demain. Tu aurais pour quelque chose, une recommandation pour
un livre, moi je pense plus à un livre, ouais, ou quelque chose que tu as vu pour nous faire voir ce que tu nous as parlé, tout ça. Alors, peut-être pas un livre, mais par rapport à des personnes comme Gandhi. Ouais, ou voilà. Pour moi, ce personnage est un vrai exemple dans ma vie. Parce que ce monsieur, à travers la non-violence, à travers X choses, a réussi à faire plier les plus grandes puissances coloniales de l'époque. Et pour moi, Gandhi, il l'a dit, je le redis, tu dois être le changement que tu voudrais voir dans ce monde. Donc au lieu de pleurnicher et de dire oui, ça, posez-vous plutôt la question, qu'est-ce que vous faites pour changer ce monde ? Ouais. Posez-vous vraiment la question dans vos actes, dans votre quotidien, à travers vos amis, votre famille, votre compagne, comment vous agissez par rapport aux choses. C'est une prise de conscience, quoi, qu'il faut Oui, avoir. Ouais. Pour moi, la conscience, elle est le moteur de demain. Voilà, donc, j'ai pas de leçon à donner, mais n'oubliez pas que vous êtes le changement. Donc c'est à vous de mettre en place le changement. Et tout notre monde nous fait croire qu'on n'a aucune force. Mais c'est une absurdité parce que 1 + 1 + 1 + 1, eh ben, changera demain. Non. Eh bien écoute, merci Nono de m'avoir concentré tout ce temps, tout ça, c'est hyper motivant, je te le dis. En tout cas, moi j'ai un aspect positif et je pense que justement, ouvrez les yeux et regardez le monde avec la couleur de l'arc-en-ciel. Regardez-la en couleur, regardez-la en amour, regardez-la en lumière. Noël, c'est la nouvelle lumière. Voilà. Et mes parents m'ont appelé comme ça parce que j'étais la nouvelle lumière dans leur vie. Et pour moi, c'est indispensable. Voilà. Le changement passe à travers l'amour et la lumière et la confiance. Merci en tout cas pour ce moment qu'on a passé ensemble. Bon, merci. À très bientôt.